Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire portant sur l'actualité internationale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette fin de semaine est plutôt animée en termes d'événements. Nous allons, il sera surtout question de ce retour d'exil. On ne sait pas encore à l'heure où cette émission est enregistrée si c'est un retour définitif ou partiel. On parle de Blaise Compaoré qui a atterri effectivement hier en début d'après-midi à Ouagadougou. Ce sera le cœur de l'émission de ce soir. Et s'il nous restait un peu plus de temps, nous parlerons certainement de la démission forcée de Boris Johnson en Grande-Bretagne. Et ce sera avec Joël Ataï Gadegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Hamzat Abdoulaye, analyste politique et expert en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Morgana Soba-Metonji, consultant, analyste géopolitique et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Bonsoir Morgana. Bonsoir. Voilà, surprise ou pas surprise? Blaise Compaoré de retour à Ouaga. Soyons honnêtes, il y a une part de surprise, même si on sentait une forme de rapprochement, on sentait des échanges. Donc les choses ont quand même été précipitées et puis le Conseil des ministres burkinabé a pris les devants à travers le communiqué officiel qui n'a plus ôté le moins de doute à cette arrivée. Donc on peut faire foi aux photos qu'on a qui ont été arrachées. Peut-être la régie on le voit sur l'arrivée a été quand même s'est faite en catimini sur une base aérienne avec infiltration par hélicoptère. Donc les choses sont en mouvement, c'est de la haute politique. Voilà. Voilà. Oui, pas vraiment surpris, mais surpris dans le sens où c'est bel et bien sous ce régime de transition qu'on a assisté au dénouement de ce procès qui le voit condamné. Et donc on est surpris que c'est la même équipe qui a parachevé ce qui a été entamé en matière de procès et qui l'a vu être condamné et a priori, s'il mettait les pieds sur le sol burkinabé, il devrait être conduit directement derrière les barreaux, mais que c'est cette équipe qui l'invite. C'est dans ça que réside la surprise. Mais pas surpris, pourquoi? Parce que cette équipe de transition aussi s'est donnée pour mission majeure de travailler sur la question de la sécurité. Et on sait que M. Compaoré l'a souligné entre-temps qu'il était doté de capacités à pouvoir aider le Burkina pour ce qui est du dénouement de cette question de sécurité. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont là et nous espérons que certainement les leaders savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, vous le rappeliez, déjà sous Kaboré, il y avait une tentative de rapprochement. On va dire que Kaboré s'y a essayé, Dabimba l'a réussi, mais il est question de réconciliation nationale avant la sécurité, ce qui les rassemble, puisque il faut pour que nos téléspectateurs soient sur la même longueur d'onde que nous, il est question d'une rencontre avec les ex-présidents de la République et le gouvernement de transition en place, avec à sa tête le président Damiba, placé sous le sceau de la réconciliation nationale. Réconciliation nationale, retour de Blaise Compaoré d'exil, comment vous l'interprétez cet événement? Je veux bien croire que les lois ne sont pas faites pour être marchées dessus. Ne sont pas que des parchemins sur lesquels on peut marcher. Et le retour de Blaise Compaoré souligne un fort paradoxe. Un paradoxe par rapport à l'équipe qui, justement, a mis les rouages en place pour qu'il soit condamné par une justice, certes militaire, une justice d'exception, mais qui derrière aussi, à la recherche d'une certaine légitimité, convoque une conférence ou un conseil des anciens présidents et du président de transition actuel, en l'occurrence le lieutenant-colonel Damiba. Donc ça souligne un paradoxe et aussi ça remet sur la table la question des États africains qui ne sont pas toujours fidèles à leur justice, qui mènent très souvent une relation ambiguë avec leur justice. Donc moi je pense que le retour de Compaoré, certes, c'est une porte ouverte pour une sortie de crise. Évidemment, on sait que l'homme, en tant que président, a su juguler la sécurité, a su en quelque sorte dresser
une barrière contre l'expansion du terrorisme, même si les conditions ne sont plus pareilles comme quand il était président. Donc, ils vont vouloir certainement se servir de cette force qu'il représente. Et l'autre chose aussi, c'est que le Burkina est fragilisé par une certaine crise sociale qui est présente, qui fut causée déjà par la crise sécuritaire, et une crise économique aussi qui en découle. Donc, je pense que ce conseil présidentiel, en tout cas, ce conseil des présidents qui a sans doute lieu en ce moment, ou durant les heures qui sont en train de s'écouler, est un bon signe pour l'État burkinabé, pour la population burkinabé. Mais cela ne doit pas ôter le doute selon lequel la justice doit primer en prime abord. Permettez-moi la tautologie. La justice est faite pour être respectée et nos États doivent évidemment respecter les textes et les lois. Cela voudrait dire, en principe, ils devraient se rendre, même si ce n'est pas si simple comme on le pense. Oui, voilà. Joël Ataï-Guédégbé, il y a cette fracture également. Nous suivons depuis hier le pôle de l'opinion publique burkinabé. Il y a clairement une fracture entre ceux qui disent, non, écoutez, au-delà des problématiques du moment, des questions de sécurité nationale, et sur ce point, il faut rappeler qu'à peu près 50%, 55% du territoire échappe à l'autorité centrale. Est-ce que donc d'aucuns mettent cette question importante au-dessus de tout, au-dessus de la justice, même si c'est de Sankara qu'il s'agit, et d'autres pour aller dans le sens de d'Amzad qui disent, quelle que soit la situation, c'est pratiquement, ne serait-ce qu'une minute que le président Blaise Compaoré passe sur le sol burkinabé libre, serait une insulte pour les victimes et Thomas Sankara en tout cas. Voilà les deux fractures. Oui, c'est sûr. C'est une question difficile à plus d'un titre. Et si on n'est pas opportuniste dans un sens ou dans l'autre, il faut convenir de la difficulté de la question parce que en invoquant les institutions, les règles en cours, en vigueur, le procureur militaire du Burkina a été rappelé à son devoir par les avocats des parties civiles, des familles des victimes. Et on constate qu'il est resté impuissant. Il est resté impuissant parce que, au-delà des lois, au-delà de l'idée de démocratie, de séparation des pouvoirs et de la primauté de la règle de droit et de la nécessité de la justice dans une société, j'aime pas ce terme, mais la réelle politique nous oblige à considérer la raison d'État. Et même si l'enfer est pavé de bonnes intentions, nous y sommes. Le lieutenant-colonel Damiba a cru devoir emprunter ce chemin. Et quel pari, parce qu'en cours de route, il perd une partie de l'opinion publique. Ce n'est plus la réconciliation nationale de l'ensemble de la population, de l'ensemble du corps social, mais c'est probablement la réconciliation au sommet. Oui. Et même là encore, je crois que certains anciens chefs d'État, comme le lieutenant-colonel Zida, il a dû devenir général à la fin de sa mission, n'est pas revenu. Lui, il est en exil au Canada également. Oui. Alors, nous sommes en plein cœur de la raison d'État. C'est très complexe. M. Damiba a servi au régiment de la sécurité présidentielle. Voilà. Il a été recruté, sa carrière a été complètement faite par M. Compaoré, ou sous M. Compaoré. Et donc c'est suffisamment complexe. Et quand j'invoque la raison d'État, suivez mon regard. Et ça ne s'est pas fait uniquement entre Burkinabés. Ouais. Monsieur Compaoré. C'est pourquoi la question, l'autre gagnant de l'histoire, est-ce que pas le président Ouattara? Oui, de toute évidence, il apparaît comme arrangeur. Et je ne veux pas dire de paix, nul ne sait de quoi demain sera fait. Les peuples
ont leur part d'indocilité et d'imprévisibilité dans leur manifestation, dans leur réprobation. Qui sait si tout cela ne sera pas emporté malgré les arrangements qui s'envisagent, malgré les précautions prises par la présidence du Burkina qui disait que cela ne suspendait pas le cours de la justice. L'éthique, la morale aurait bien voulu que, de manière chevaleresque, M. Compaoré eût demandé à aller passer sa nuit d'hier à la maison d'arrêt de Ouagadougou, en compagnie de son bras droit, enfin de son exécutant de bas œuvre, le général Diendéré. Alors pourrait-on arranger... Lui, il y est déjà. Il y est déjà, Oui. et vous aurez vu toute sa posture pendant le procès. Oui. Il manque des pièces au puzzle. Il manque l'adjudant Yacine Kafondo, qui a été le chef du commando. Oui. Il manque donc le donneur d'ordre, ou en cas celui qui en a bénéficié, le président Compaoré. Oui. Donc il était difficile, même d'un point de vue de justice, tout simplement, de ne s'en prendre qu'à M. Diendéré. Et si c'est pour des raisons de sécurité, lui aussi pourrait être convié bientôt à la table. Et donc attendons-nous à la remise en cause, à la réformation de ce procès en tout et pour tout. Voilà. Et je finirai en disant que manifestement, et même si ça nous heurte, nous sommes probablement au plan du droit, c'est une forme d'extraterritorialité et qui a été savamment mise en place avec un aéronef de la République et de la Côte présidence d'Ivoire. ivoirienne. De la présidence ivoirienne. Oui. Donc tout un sauf-conduit qui permet probablement d'assurer jusqu'à demain à la limite, le retour de M. Compaoré comme officiel de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, et non plus comme Burkina. C'est là l'escroquerie. Voilà. Une escroquerie. En fait, une question technique. En temps, vous pointiez du doigt le procureur militaire tout à l'heure. Il est sous un régime militaire. Ce n'est pas comme dans le civil. Je vous pose la question. Donc, du coup, il ne peut pas s'autosaisir puisque là, on est dans la hiérarchie de l'armée. Donc, ceux qui l'attaquent depuis hier, peut-être, devraient prendre en compte. Ce n'est pas comme un procureur dans la vie civile. Le chef suprême des armées étant le président de la République, oui. et qui plus est, je ne sais pas s'il est plus gradé que lui en cas de toute façon, il est chef suprême des armées, oui. en l'état actuel des choses. Donc, pour retourner sur nos pieds, on pourrait s'attendre plus tard à une réformation de ce procès, et pour que les apparences soient sauves et qu'on ne donne pas l'impression d'avoir bafoué la justice, mais c'est une mise en parenthèse et claire et nette au nom de la raison d'État. Voilà. Après, je rebondis là-dessus en me disant, Compaoré n'est-il pas plus ivoirien que burkinabé aujourd'hui? Oui, c'est la forme de cette visite depuis hier. On pourrait presque dire que c'est un officiel ivoirien en déplacement. Il n'a plus de passeport burkinabé. Sauf qu'on reconnaît Blaise Compaoré. Non, il est assuré d'une immunité. Voilà, une question grave. On en rit, peut-être qu'on ne devrait pas. Est-ce que l'épisode, cette séquence dont on est tous témoins, quand bien même elle serait utile après coup pour la réconciliation au Burkina ou, disons, le redressement de la situation sécuritaire, est-ce que ça ne laisse pas une entaille indélébile dans notre démocratie, pas seulement au Burkina, mais en tout cas dans l'inconscient collectif? Est-ce que ce n'est pas un événement, on va dire, dramatique pour le devenir de nos peuples? Le drame serait, pour ma part, si on parle d'événements dramatiques, ce serait exagéré un peu, parce que nous sommes dans une logique objective et pragmatique. Aujourd'hui, si on se pose la question de savoir où réside la priorité pour aussi bien le Burkina que les autres pays de la même zone, c'est bel et bien la sécurité. Oui. La sécurité des populations pour pouvoir favoriser le développement. Et lorsque vous vous mettez dans la posture des techniques de prise de décision et du choix difficile que les leaders peuvent avoir à faire, vous comprenez cette démarche, si tant est que cette démarche a toutes les garanties d'être productive. S'il faille choisir entre emprisonner M. Compaoré directement pour pouvoir sauver l'image de la justice et travailler avec lui pour réinstaurer la sécurité nécessaire, je pense que le choix serait vite fait parce qu'il y a des populations qui meurent
tous les jours, et la cause de l'instabilité dans ces pays est bel et bien en majorité à cause de la question de l'insécurité. Oui, justement, je reste là-dessus. Est-ce qu'on ne crée pas de trop grosses espérances auprès des populations? Parce que quand on y regarde de près, Blaise Compaoré aurait peut-être une baguette magique. On rappelle que ça fait pratiquement un peu plus de 8 ans qu'il est en exil. Les alliances se font et se défont. Il y a du temps, qui s'est écoulé. Est-ce que quand le lieutenant-colonel Damiba parle de réconciliation, comme Joël Ataï-Gadewe le disait tout à l'heure, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas l'unité de l'armée qui se joue, où hier les anciens de la RSP peut-être ont besoin que leur figure tutélaire soit quelque peu réhabilitée pour que l'armée dans son entièreté puisse retrouver une certaine cohésion, parce qu'on sait peut-être ce qui a fait emporter l'autre président le président Kaboré, qu'au sein de l'armée, entre les gendarmes, les différentes unités, la RSP, ainsi de suite. Est-ce qu'en réalité ce n'est pas ça qui se joue? Passons pas de réconciliation. La réconciliation se fait avec le peuple, d'abord pour qu'on puisse le dire. Entre 3 hommes, est-ce que réellement le président Yaméogo, on se demande, bon, quel est encore Ouédraogo, pardon, Jean-Baptiste Ouédraogo, quelle est encore son empreinte sur l'opinion publique? C'est un go-between important. Un go-between important, tout ce qui se passe. Si vous le dites. Est-ce qu'au-delà de ce qu'on nous dit officiellement, est-ce que ce n'est simplement ça qui se joue? Oui, il y a ça qui se joue, mais pas simplement ou pas uniquement. Il y a plusieurs éléments qui se jouent. Vous savez, c'est complexe et je suis d'accord avec mon confrère qui l'a souligné. Nous sommes dans une situation très complexe qui fait que on a les tests, mais on a aussi le contexte. Et lorsque vous tenez compte du contexte, c'est difficile de suivre les tests à la lettre. Et donc, il s'agit d'une réconciliation, puisqu'on parle de vérité, oui, d'où ma justice, question. Ça ne fait, au-delà de la question sécuritaire, là vous répondez aux deux, est-ce que ça ne crée pas un précédent pour les démocraties? Pour les démocraties africaines, déjà très fragiles. Les démocraties, vous voyez la fragilité parce que vous êtes en train de pendre le thème démocratie, comme la plupart des experts semblent le faire, comme un standard à suivre, alors qu'il ne s'agit pas d'un standard. La démocratie en elle-même peut avoir des principes, mais ce sont des principes qui varient en fonction des contextes, que ce soit le contexte décisionnel ou même le contexte géographique et surtout les contextes socio-culturels. Et donc, lorsque vous restez dans cette dynamique d'une démocratie dynamique, contextuelle, vous ne voyez pas tout de suite une fragilisation du système, mais vous voyez plutôt des aspects du système qui peuvent permettre d'obtenir la stabilité nécessaire pour le développement, puisque la démocratie, après tout, c'est faire en sorte que les peuples puissent participer au processus de décision pour obtenir une certaine stabilité pour leur propre développement. Sur ce point de vue, ou sous cet angle, je pense qu'il n'y a pas de fragilisation, mais qu'il y a une opportunité de développement pour obtenir un résultat. Maintenant, la question, c'est quel résultat? On sait que les leaders ont essayé plusieurs choses pour résoudre la question de la sécurité. La question de la sécurité est au cœur de tout ce que nous disons, parce que sans une certaine sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Et donc, pourquoi ne pas essayer cette autre alternative, même si on voit que le temps a coulé, ça fait 8 ans, mais il estime, l'ex-président Compaoré, qu'il a la capacité d'apporter un plus. Je pense que les leaders n'auront rien à perdre à essayer pour pouvoir atteindre leur objectif final. Un dernier mot là-dessus? Je pense que rien n'empêche Compaoré du fond d'une cellule de gérer une crise sécuritaire. Honnêtement, par l'histoire, on a vu des personnes tout de même respectables par leurs fonctions, par leurs expériences, du fond de leur cellule quand même collaborer avec des États, avec des gouvernements pour trouver ou proposer des solutions. Donc si on veut rester objectif, il a cette carrure pour gérer cette crise sécuritaire, même si je pense qu'à l'heure où nous sommes, sa seule image, son seul nom, son seul poids politique ne suffira pas du tout pour régler la question de la sécurité au Burkina. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, et je suis d'avis avec vous en disant que Compaoré est peut-être une sorte de création d'une certaine image pour redorer ou légitimer
le régime de la transition en cours, parce que ce régime est brique-bralant et souffre aussi de plusieurs critiques à l'interne. Donc, pour peut-être redorer son honneur et son poids au sein de la population burkinabé, eh bien, ramener, comparer sur le devant de la scène, ça parle pour lui, évidemment. Un pari, un véritable pari. Oui, c'est plus que ça, c'est un saut dans l'inconnu. Parce que dîner avec le diable, même avec une loge très longue, finit par vous faire rattraper par lui-même. Et s'il n'y avait pas de continuité, s'il n'y avait pas une congénitalité entre les uns et les autres, beaucoup ont soupçonné ce coup d'État depuis le début d'avoir été fomenté, commandité de l'extérieur. Et M. Damiba peut-être aurait pu aller rencontrer, ou alors M. Compaoré en cellule ou à l'étranger. Les apparences auraient été sauves. Je ne sais pas quelles sont les capacités de persuasion qu'il a pour fédérer l'ensemble du corps social. La réponse au terrorisme n'est pas seulement militaire. Arrêtons de nous bercer d'illusions. M. Compaoré a fait du recel pendant longtemps avec les terroristes qui venaient du Mali. De la facilitation. De la facilitation. Bon, utilisons les termes soft. Oui, mais la facilitation. Chacun aura vu qu'il était à la fois au service des puissances étrangères pour les renseignements que lui collectait le général Diendéré et compagnie, enfin toute la machine sécuritaire du RSP. Et puis lui-même avec son onctuosité, sa façade diplomatique qui se mêlait de tous les conflits alors qu'il les attisait. Non, cette image est désastreuse et Dieu seul sait de quoi l'avenir sera fait. Le message envoyé est très mauvais. Les cimetières restent peuplés d'hommes indispensables. Et donc, arrêtons de penser qu'on a besoin d'hommes forts, d'hommes incontournables. Et près de 8 ans après avoir laissé le pouvoir, si on doit s'en remettre à M. Compaoré pour restaurer la sécurité du Burkina, c'est quand même lamentable. Voilà. Bon, à la décharge des officiels, ils n'ont pas parlé de sécurité, ils ont parlé de réconciliation nationale. De réconciliation, elle passe par les chemins qui leur conviennent. C'est le résultat qui fera office de juge de paix dans cette histoire. Au regard des informations en notre possession, on n'est pas en mesure de dire si c'est encore une fois, je le disais en début d'émission, si c'est une visite de quelques heures, de quelques jours. Donc ça va faire 2 jours. Le départ est attendu pour demain, samedi. Voilà. Donc, on va dire que c'est une visite de Blaise Compaoré, l'Ivoirien, l'officiel ivoirien. Voilà. Nous avons encore quelques minutes pour boucler cette émission. Nous allons parler de cette démission forcée de Boris Johnson. On doit dire, pour que l'information soit complète, qu'il reste toujours Premier ministre, mais même s'il a démissionné de la tête de son parti en attendant qu'un nouveau chef soit élu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, très rapidement? Non, bon, c'est peut-être la fin de la trajectoire d'une, je ne vais pas dire d'un imposteur, mais chacun aura vu le rôle qu'il a joué par rapport à la sortie de la Grande-Bretagne. Ça reste l'homme du Brexit. L'homme du Brexit qui a eu du mal à assumer et tout ce qu'il avait suscité. Et donc, il faut être conséquent en politique dans ses prises de position publiques. Et l'histoire dira si oui ou non il a assumé complètement ou pas, parce que le solde de cette sortie-là est loin d'avoir été fait. Mais il faut se féliciter de ce que les procédures, la tradition parlementaire en Grande-Bretagne permettent que votre responsabilité soit clairement située et que vous en tiriez les conséquences le cas échéant. Donc il faut s'attendre et probablement à de nouvelles élections. Je ne sais pas qui va le remplacer à la tête du parti et pourra spontanément faire le poids. Donc, les cartes sont en train d'être rebattues. Est-ce que le Parti travailliste, qui est le gros opposant des conservateurs et autres, là, est déjà en position de jouer un rôle d'alternance? Nul ne le sait, mais le débat reste vif en Angleterre et c'est heureux qu'il débarrasse enfin la scène
de par cette turpitude. Il faut rappeler que les démissions qui ont précipité sa chute, notamment celle du ministre des Finances et du ministre de la Santé, sont afférentes à des histoires de mœurs. De mœurs, oui. Pas pour des fautes politiques. C'est un tout. Oui, en démocratie... Le puritanisme... C'est pas du puritanisme. On a frappé. Disons que votre comportement compte également par rapport aux valeurs qui sont celles d'un pays, de l'État, je vous en prie. On peut voir la chose autrement. Lorsque vous regardez ce pourquoi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il est en train de partir, ou les affaires qui semblent faire penser qu'il n'est pas l'homme approprié, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de... On met ensemble la personnalité de l'homme et la fonction qu'il assume. Comme si c'était nouveau pour les Anglais de découvrir cette personnalité. Ils le connaissent et ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi en conséquence. Et si vous cantonnez à la capacité de l'homme à faire en sorte que les volontés du parti et du peuple, en l'occurrence, soient exécutées. Le Brexit a été souhaité par les Anglais. Oui. Et donc, c'est pas Boris Johnson qui est responsable du Brexit. Et c'est à cause de ce Brexit qui n'arrivait pas à être réalisé que Theresa May a dû démissionner, si on a suivi l'évolution des choses. Donc Boris Johnson, oui, on peut ne pas aimer la personnalité de l'homme, mais on doit s'entendre sur le fait que, qu'on le veuille ou non, il a permis à son pays de faire ressortir leur intérêt sur la scène internationale. Matérialiser la volonté populaire. Exactement. Que ce soit vis-à-vis de l'Europe ou vis-à-vis même, il y a la question de la politique d'immigration avec le Rwanda. Ouais. C'est pas comme si c'était ce que Boris Johnson voulait, mais c'est tout un peuple qui a opté pour cette stratégie. Et donc, je pense que oui, Boris Johnson est en train de partir, mais en partant, il crée encore plus de problèmes qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Anglais ne sont pas à même de dire qui pourrait prendre le leadership. Et donc, c'est une question assez épineuse et on verra bien ce qui va se passer. Voilà, Hamzat, pour finir. Pour la première fois, les navires quittent le Rhin. Je cite le chef du Parti travailliste. C'est pour dire que Boris Johnson a entraîné la Grande-Bretagne, très loin de ce qu'on pensait, a entraîné la Grande-Bretagne dans un péril incroyable, que ce soit économique, humain et même au sein de l'échiquier international. Et Boris Johnson, on connaît son caractère, on connaît le personnage, mais il n'a pas su juguler son caractère d'homme politique, ou il n'a pas su séparer l'homme politique du caractère personnel. Le 10 Downing Street a longtemps été un domaine de fêtes privées alcoolisées, ce qui est impensable. Oui, vous faites référence à ce scandale survenu pendant le Covid, qu'il a nié pendant longtemps. En réalité, il paye le prix de ses déniements, parce que pour ne pas dire mensonge, en réalité, c'est ça qui le rattrape aujourd'hui. Et ça, non seulement ça le rattrape, mais ça frappe aussi le Parti conservateur, parce que quelques semaines plus tôt, le Parti conservateur avait déjà perdu des élections anticipées, puisque justement, il a engagé des députés au sein de son gouvernement qui ont un passé incroyable, un passé pas du tout catholique. Donc, il paye le prix de son amateurisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Il paye le prix de son amateurisme politique, de son caractère qui n'est pas du tout catholique. Oui, catholique. Ça revient. Et je pense que dans le long terme, ça met aussi en péril le parti. Le parti aura moins... Enfin, je pense que le Labour Party va trouver peut-être la faille pour... Ce n'est pas gagné, mais bon, les tractations ont commencé. Mais la question est sur la table, parce que Theresa May a démissionné dans les conditions qu'on sait. Boris Johnson, malgré le personnage, est resté quand même 2 ans et quelques mois, mais ça a encore plus fragilisé le parti. Et derrière, les dernières élections anticipées perdues, était un terrible désaveu pour le parti.
Donc, le peuple britannique, en tout cas, a pris bonne note et va certainement sanctionner la politique du parti qui n'a certainement pas écouté. On verra bien ce que ça va donner dans les jours à suivre. On sait que du côté du Parlement britannique, c'est toujours aussi mouvementé. On verra bien ce que ça va donner dans les jours prochains. Merci Joël Ataï-Guédégbé. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Hamzat Abdoulaye, je rappelle que vous êtes analyste politique et consultant en relations internationales et affaires géopolitiques. Morgan Asoba-Mentondi, consultant, analyste géopolitique et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Mesdames et messieurs, ici nous prenons congé de vous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.